douce lecture. Ce soir, je vais faire la lecture d'un roman, un roman particulier qui sera dans la thématique des chats. Et j'adore les chats. Voici donc Demain les chats de Bernard Werber. C'est un auteur que j'adore. J'ai lu beaucoup de ses romans, dont le très fameux Les fourmis. Donc c'est publié, c'est Albin Michel. Et on a une très belle photo du chat noir aux yeux jaunes. Donc derrière on a la photo de l'auteur et une courte, je dirais un court synopsis de l'histoire que je lirai juste avant la lecture. Ou peut-être maintenant, pourquoi pas. Pour nous, une seule histoire existait, celle de l'humanité. Mais il y a eu la rencontre, et eux, les chats, ont changé à jamais notre destinée. Petit bruit de feuilles. Donc voilà. Alors cette histoire parle de chats bien évidemment. Et donc c'est le chat qui s'appelle Pasté et Pythagore. C'est deux chats voisins qui vivent en région parisienne et qui vont avoir une mission, c'est de sauver l'humanité. C'est un roman post-apocalyptique où forcément l'humanité ne va pas dans le bon sens. Et les chats vont nous venir en aide. C'est une très belle histoire qui met à l'honneur les chats et leur utilité sur Terre. Et donc ce soir, je me suis accompagnée d'un trigger qui est associé au chat. Je ne sais pas ce que ça va donner. Si ça va faire un bruit sympa.
va commencer la lecture. À mon amie, la romancière Stéphanie Janico, qui m'a offert Domino, la chatte qui piétine systématiquement mon clavier d'ordinateur dès qu'elle perçoit que je tape vite, et que par conséquent, j'ose m'intéresser à un autre sujet qu'elle. Le chien pense, les hommes me nourrissent, me protègent, m'aiment, ils doivent être des dieux. Le chat pense, les hommes me nourrissent, me protègent, m'aiment, je dois être leur dieu. Anonyme. Il n'y a que les cochons qui me considèrent comme leur égo. Winston Churchill, humain politicien. Un chien est capable d'apprendre et de retenir le sens de 120 mots et comportements humains. Un chien sait compter jusqu'à 10 et peut effectuer des opérations de mathématiques simples comme l'addition et la soustraction. Donc, un chien a une pensée équivalente à celle d'un enfant humain de 5 ans. Un chat auquel on propose d'apprendre à compter, à réagir sur des paroles précises ou à reproduire des gestes humains, vous signifie rapidement qu'il n'a pas de temps à perdre avec ce genre de niaiserie. Donc, un chat a une pensée équivalente à celle d'un adulte humain de 50 ans. Professeur Edmund Vail, humain scientifique et possesseur de chat. Chapitre 1. Ma quête. Comment ai-je fini par comprendre les humains? Depuis ma plus tendre enfance, ils m'ont toujours paru à la fois mystérieux et passionnants. À force de les observer en train de s'agiter dans tous les sens, ou d'effectuer des gestes incompréhensibles, voire ridicules, la curiosité a commencé à me gagner. Je me posais sans cesse des questions. Pourquoi agissent-ils aussi bizarrement? Est-il possible d'établir un dialogue avec eux? Et puis, j'ai eu la chance de le rencontrer. Lui, il m'a vraiment aidé à saisir leur fonctionnement, leurs mœurs, les raisons profondes qui expliquent leur comportement étrange. Ce sont toujours des rencontres qui nous changent. Sans lui, peut-être que je ne serais qu'une chatte comme les autres. Peut-être que sans lui, toutes ces aventures fantastiques qui me sont advenues ne seraient jamais arrivées. Peut-être même que sans lui, je serais passée à côté de ces découvertes incroyables. Maintenant, si je devais essayer de me remémorer le moment où tout a débuté, il faudrait sans doute que je commence par me souvenir de mes états d'âme de l'époque. Je crois que je m'ennuyais beaucoup, seule dans ma maison. Et j'ai eu l'intuition qu'il serait judicieux que je discute avec ceux qui m'entourent. Déjà, à l'époque, j'étais intimement persuadée que tout ce qui vit possède un esprit. Tout ce qui possède un esprit communique. Tout ce qui communique peut dialoguer directement avec moi. La communication m'apparaissait donc comme la solution à tous les problèmes. Et il ne tenait plus qu'à moi d'entamer un échange fructueux avec les autres. Heureusement que j'avais cet objectif. Sinon, de quoi aurait été faite mon existence? Manger, dormir, voir se succéder les journées et les nuits, à ne faire encore que manger, et dormir alors que le monde continue de palpiter autour de moi. Cependant, avoir une quête ne suffit pas. Il faut aussi avoir une stratégie qui mène à son accomplissement. Comment aller vers les autres? Voilà comment tout a commencé. Chapitre 2. Première tentative. Je laisse lentement retomber mes paupières. J'inspire profondément. Je sens mon corps et, dans ma tête, je sens mon esprit. C'est comme un
petit nuage sphérique cotonneux et argenté, flottant au centre de mon crâne. Il est doté de la capacité de s'agrandir. Élastique, il s'élargit, s'étale, devient un disque. Et plus il s'étend, plus ma conscience perçoit l'espace qui m'entoure. Tout mon esprit n'est qu'un large napperon vaporeux, si fin qu'il en forme comme une membrane réceptive. Je détecte les ondes qui viennent de loin et convergent jusqu'à moi. Des dizaines d'êtres vivants de toute taille, de toute forme frémissent, respirent, pensent, émettent dans leur langage propre et me font vibrer comme le bourdonnement des mouches fait osciller à distance la surface d'une toile d'araignée. Je garde les yeux clos. J'écoute avec tous mes sens physiques et psychiques. Là, par exemple, je sens une onde. Pas de doute, il y a un être qui réfléchit dans ma zone de sensibilité. Je perçois une pensée inquiète. J'ouvre les yeux, je cherche la source d'émission. Je m'avance dans la direction d'où provient le signal. Après mon esprit, ce sont mes yeux qui achèvent l'identification de cette source d'intelligence. Je la vois, elle est très belle. Je continue d'avancer à petits pas. Mon système olfactif et mon système auditif complètent mon analyse. Son parfum naturel est subtil. Ses grands yeux bruns anxieux scrutent les alentours. Elle déguste du bout des lèvres un gâteau crémeux. Visage fin, dents blanches étincelantes. Ses doigts aux longs ongles noirs sans fébrile, crispés sur la friandise. Elle est vraiment ravissante. Jadis, j'aurais pu croire, dans une situation similaire, qu'elle faisait exprès de me regarder, de ne pas me regarder, et qu'elle me narguait pour tester ma réaction. Mais grâce à mon nouvel état de conscience élargi, je l'aperçois comme une simple forme de vie, remplie d'énergie, avec laquelle je dois pouvoir communiquer. Il suffit de trouver la bonne longueur d'onde. Approchons encore. Je me concentre et j'envoie une pensée bien distincte dans sa direction. Bonjour, mademoiselle. Comme elle ne réagit pas, j'accompagne ma pensée d'un pas en avant. Le bois du parquet craque. Elle tourne la tête et sursaute en me voyant. Inquiète, elle s'enfuit, abandonnant son gâteau. Elle détale de toute la puissance de ses jolies cuisses musclées. Je la poursuis. C'est une sportive. Elle file à grande enjambée. J'essaye de ne pas me faire distancer. J'arrive même à gagner du terrain. Je vois maintenant un détail qui m'avait échappé jusque-là et qui participe à mon indéniable charme. Elle a une longue queue fine et rose. J'envoie une nouvelle pensée en me concentrant. Bonjour, souris. Elle accélère. Hé, attends, je ne veux pas vous faire de mal. Je me fiche que vous voliez des gâteaux. Je souhaite seulement vous parler. Elle accélère encore. Non, ne partez pas. Sa queue rose virevolte derrière elle. Cette souris est vraiment très gracieuse. J'aime les êtres qui bougent harmonieusement leur corps. Bon, il va falloir que je le rattrape si je veux arriver à un dialogue satisfaisant. J'accélère moi aussi, bousculant le tabouret dans la cuisine, effleurant un vase dans le salon, égratignant le tapis pour freiner. Dans mon élan, je parviens de justesse à prendre le virage à gauche, puis à droite. Je glisse en dérapage plus ou moins contrôlé sur le parquet ciré. Je me récupère en griffant le sol. Déjà, elle est loin, mais je la distingue encore, forme furtive, disparaissant par la porte entrebâillée de la cave. Elle dévale l'escalier menant au sous-sol. Je la suis. Nous voilà au milieu des machines à laver, des poussettes, des valises,
des vieux tableaux et des bouteilles de vin. Il n'y a que peu de lumière, un simple rayon issu du soupirail. J'élargis donc au maximum mes pupilles. De fines fentes, elles deviennent larges cercles, et arrivent ainsi à me mouvoir dans la quasi-obscurité. Nous, les chats, nous savons accomplir ce genre de prouesse. Je peux même distinguer ces empreintes sur le sol poussiéreux. Je les suis un temps, puis elles disparaissent. Je ferme les yeux, mes oreilles aux aguets pour localiser la souris grâce à mon ouïe ultra fine. Ce sont ensuite les extrémités de mes moustaches qui vibrent et permettent d'affiner l'information. Elle est par là. Plus loin, je retrouve en effet des empreintes qui mènent à une fissure dans le mur, tout près du sac de bûches. J'avance à pas feutrés. Êtes-vous là, petite souris? J'entends son cœur qui bat fort. De l'inquiétude, elle est passée directement au stade de la panique totale. Je me penche et la vois cachée dans un trou pas plus large que ma patte. Elle tremble de tout son corps, yeux exorbités, mâchoire entrouverte, queue enroulée devant ses pattes. Est-il possible que ce soit moi qui l'effraie à ce point? Pourtant je ne suis qu'une jeune chatte. Je pense que des années d'incompréhension entre nos deux espèces ne participent guère à surmonter notre méfiance mutuelle. Je me concentre et envoie un message télépathique, suivi par un ronronnement en ondes à fréquence basse. Je ne souhaite pas vous tuer, mais simplement dialoguer d'esprit conscient à esprit conscient. Elle recule encore pour se plaquer au fond de son trou. Elle tremble si fort que j'entends ses dents qui s'entrechoquent. Je passe en mode ronronnement sur une fréquence médiane. N'ayez pas peur. Sa respiration devient plus profonde et ses battements de cœur plus rapides, comme si cette pensée, ayant été perçue, produisait l'effet contraire à celui recherché. Mais pourtant, je sens que j'y suis presque. Ne croyez surtout pas que... C'est à ce moment-là qu'une détonation me fait sursauter. Cela provient de l'extérieur de ma maison, de la rue. Elle est immédiatement suivie de plusieurs autres claquements secs, puis de cris aigus. Je remonte jusqu'au premier étage. Je sors sur le balcon de la chambre, et depuis ce point de vue élevé, j'essaye de voir ce qui provoque ce trouble. Je distingue un humain habillé en noir qui brandit une sorte de bâton dont l'extrémité crépite de petites lueurs en direction de jeunes humains qui sortent d'un grand bâtiment, dont la porte est surmontée d'un drapeau bleu, blanc, rouge. Certains d'entre eux tombent et ne bougent plus. Les autres courent dans tous les sens et poussent des hurlements, tandis que l'humain vêtu de noir continue de produire des détonations avec son bâton. Lorsque ce dernier semble ne plus fonctionner, il le jette au milieu des jeunes humains qui crient et s'effondrent sur le trottoir, puis il se met à courir. D'autres mains le poursuivent dans la rue et parviennent à l'attraper, pratiquement devant la porte de ma maison. Ils se battent avec leurs poings et leurs pieds. Des voitures surgissent maintenant de partout, alors que les cris et les gémissements résonnent de toutes parts. Puis l'homme habillé en noir est emporté par une voiture très bruyante qui fait tournoyer une lumière bleue sur son toit. Pendant ce temps, la foule s'accumule autour de ma maison et de l'immeuble avec le drapeau. Les cris cessent enfin, mais les humains parlent vite et fort, et je perçois une émotion, comme un nuage palpable, la douleur. Certains se disposent deux pas par deux, l'un parlant avec une boule à la main et l'autre l'éclairant à l'aide d'un objet surmonté d'une lampe. Les hommes à la boule s'expriment dans leur langue, seuls face à l'objet, puis la lampe s'éteint. Un canon blanc surmonté lui aussi d'une lumière bleue arrive en produisant à son tour un terrible vacarme. Les jeunes humains à terre sont ramassés, puis déposés à l'intérieur de ce véhicule.
Instinctivement, j'aspire ce que je peux de la noirceur et des mauvaises ondes émises par cet incident. Tout mon corps absorbe l'agressivité, la douleur, le sentiment d'injustice des humains présents. Je ronronne pour nettoyer l'espace face à moi. Je sens toutes les vibrations alentour et je ne peux m'empêcher d'être profondément perturbée. Quel étrange comportement! Je ne les ai jamais vus accomplir cela auparavant. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'ils se comportent ainsi? J'aime bien les humains, mais je ne les comprends pas toujours. 3. Ma servante. Les humains ne sont pas comme nous. Physiquement déjà, ils sont différents. Ils avancent sur leurs pattes postérieures dans une position verticale assez instable qui m'a toujours intriguée. Ils sont plus grands, plus hauts. Leurs bras sont prolongés par des mains elles-mêmes terminées par des doigts articulés, avec des griffes plates non rétractables. Leur peau est recouverte de tissu. Leurs oreilles plates et rondes sont placées sur les côtés. Leurs moustaches sont très courtes. Ils n'ont pas de queue visible. Au lieu de miauler, ils produisent des sons de gorge accompagnés de claquements de langue. Une odeur de champignons émane d'eux. Ils sont de manière générale bruyants, maladroits, avec un sens de l'équilibre très restreint. Ma mère m'a toujours dit « Méfie-toi des humains, ils sont imprévisibles ». Justement, fendant la foule qui s'est massée devant ma maison, voilà qu'arrive mon humaine personnelle. Ma servante est un beau spécimen de femelle. Elle a une longue crinière de poils bruns luisants, réunie par un très joli élastique rouge. Elle se nomme Nathalie. Elle franchit la porte, tenant tant bien que mal un grand carton dans ses bras. Pour lui montrer que si je pouvais, je l'aiderais, je cours vers ses jambes et zigzague entre ses pieds, en claquant gentiment des dents. Étonnée, déséquilibrée et sur le point de tomber, elle se rattrape de justesse et émet plusieurs sons parmi lesquels je perçois mon propre nom. Basté. J'ai déduit que je me nommais ainsi à sa façon de s'adresser à moi. Son intonation me laisse penser qu'elle souhaite jouer. Je fais alors brusquement un pas sur le côté et la prends par surprise. Cette fois-ci, elle s'étale de tout son long avec son carton. Franchement, quelle idée de marcher uniquement sur les pattes postérieures. Je m'approche et me frotte à elle tout en ronronnant, espérant qu'elle consente à me caresser pour me remercier de cette phase ici, qui montre notre haut niveau de complicité. Nathalie prononce quelques mots dans sa langue incompréhensible. À son intonation, j'ai l'impression qu'elle est aussi bouleversée par ce qui s'est passé dehors. Je suggère aussitôt un moment de détente en jouant avec une chaussette qui traîne et que j'ai déjà bien mordillée. J'y avais trouvé une odeur de sueur humaine un peu aigre mais fort sympathique. Au lieu de cela, elle se relève et secoue le carton, comme pour vérifier l'état de son contenu. Rassurée, elle poursuit son avancée vers le salon. Quel est ce nouveau jouet lourd et encombrant? Déjà, j'imagine une très grande peluche, une poupée avec une clochette, ou même une boule de fil électrique. J'adore les boules de fil électriques. Alors qu'elle déballe le carton, je m'aperçois avec déception que c'est une grosse plaque noire au bord anguleux. Elle passe la demi-heure suivante à le fixer au mur. Quand c'est fait, je monte sur la table, l'examine de plus près. Je la touche. C'est un monolithe triste et froid. Cela n'émet aucune onde. Je bâille pour faire comprendre que ce cadeau ne m'intéresse pas. En revanche, Nathalie, toujours fébrile, a l'air très absorbée par sa nouvelle acquisition. Lorsqu'elle l'allume, des taches de couleur apparaissent et des sons étranges résonnent. Elle s'assoit dans le fauteuil et utilise un boîtier noir pour changer les couleurs et les brouiller. Je bâille plus ostensiblement et m'aperçois que j'ai faim. Je n'aime pas avoir faim.
Cependant, au lieu de s'occuper de moi, ma servante est installée devant son étrange lampe murale et semble aussi fascinée qu'un papillon par une flamme. Je me concentre sur son esprit et essaye de percevoir ses sentiments. Elle a l'air traumatisée. Je regarde alors les taches colorées sur la plaque noire et m'aperçois que les ronds beiges sont des visages humains qui alternent avec des images de voitures ou d'humains qui marchent. En scrutant mieux encore, j'arrive à reconnaître la scène à laquelle j'ai assisté plus tôt dans la journée. Il y a le bateau, le bâtiment avec le drapeau blanc, bleu, rouge. On voit même l'humain en noir au moment où il a été capturé et installé dans la voiture qui faisait du bruit et de la lumière bleue. Le son qui provient de cette plaque noire est une succession de voix humaines qui parlent vite. Une scène un peu plus longue que les autres montre de jeunes humains étendus au milieu de flaques rouges. La voix est de plus en plus rapide, avec des intonations de colère. À force de me focaliser sur l'esprit de ma servante, d'écouter et de regarder, je comprends soudain que ce que voit Nathalie dans cette fenêtre lumineuse, ce sont des humains qui ne sont pas seulement couchés, mais sont complètement morts. J'en déduis que les humains ne sont pas immortels. C'est une information intéressante que j'ignorais. La lecture va s'arrêter